Hello la commu française. On reprend du coup après la session en anglais avec Revolt. Je vais les faire rentrer d'ici quelques secondes. Tac, on switch. Et voilà, ils sont là, ils sont de retour. Alexis et Raphaël. Merci déjà Salut, pour vos bonjour à tous. pendant la session en anglais. Il y a eu pas mal de questions intéressantes. Je pense qu'on garde encore, voilà, je vois qu'il y a quelques Français qui se connectent que maintenant. On risque d'avoir encore quelques questions côté commu française. On peut repartir déjà, je pense, du pitch de Revolt, à peu près même question qu'en anglais. Un peu votre background, qu'est-ce que Revolt, et où vous voyez peut-être dans 10, 20 ans. Et à partir de là, on pourra prendre les questions qui sont dans le chat. Et je fais juste une petite intro pour Pierre-Andrea qui m'accompagne ce soir. Bonsoir à tous, très content d'être avec vous ce soir et merci à la Commu FR d'être là ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour Alexis et Raphaël. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je vais commencer. Je m'appelle Raphaël, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 petits-enfants qui sont un peu ma première entreprise. Déjà, merci de nous recevoir. Et ce que je disais tout à l'heure reste vrai. Quand on voit la qualité des autres projets qui ont été sélectionnés et quand on sait qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, ça dit un peu notre fierté d'être là ce soir 31 mai pour le dernier AMA de la session. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu artistique. J'ai fait donc beaucoup de musique et je suis scénographe non pas de formation mais de terrain. Donc, c'est-à-dire que je raconte des histoires au travers de dispositifs scénographiques. Ça peut être dans des décors dans un magasin, sur scène. Et j'ai travaillé longtemps dans les parcs à thème, notamment au Puy du Fou, où j'ai monté le studio de scénographie. Et voilà, mon métier, c'est de faire passer des messages au travers de dispositifs créatifs. Et des émotions, surtout. Et des émotions. Et moi, de mon côté, je suis un start-upper depuis une dizaine d'années, à l'époque où les startups n'étaient pas séduisantes, à l'époque où tu levais 100 000 euros, tu étais le roi du monde, et où Xavier Niel était un mec qui faisait du téléphone, principalement. Et j'ai bossé dans 4 startups, dont 3 que j'ai eu la chance de lancer ou de rejoindre en tout démarrage. Les deux dernières étant Jump et CityScoot. Jump était un concurrent de Lyft, une boîte américaine qui existe encore et qui concurrençait très fort Uber au démarrage, sur du social ride sharing, donc sur du covoiturage urbain. On a fait passer la communauté à 200 000 personnes et on s'est arrêté après le scandale de Uber Pop contre les taxis en 2015. Et j'ai rejoint à ce moment-là, alors que l'équipe a rejoint massivement Chauffeur Privé qui a récupéré, qui a racheté Jump, on va dire, juste avant la clôture. Et moi, j'ai rejoint à ce moment-là CityScoot, qui était une boîte avec un salarié, des techs externalisés et 30 scooters en bêta. Et j'ai la chance d'avoir vu la boîte grossir de 30 à 6 000 scooters et de une salariée d'ailleurs, parce que c'était une femme, Sarah, à 350 quand j'ai quitté l'entreprise. Et j'ai toute ma vie fait de la construction de communauté, du marketing, du produit et de l'international. Voilà. Et qu'est-ce que Revolt, finalement ? Qu'est-ce que le Revolt ? C'est d'abord une idée que nous ne sommes pas esclaves des voitures, mais nous sommes bien aux commandes de la technologie. Et la technologie ne nous possède pas, et donc on a cherché un moyen, à partir du moment où on a écrit le mot Revolt sur un petit papier au confinement 2020, on a cherché le moyen de retrouver un peu notre souveraineté humaine par rapport à l'obsolescence programmée. Et donc, on est passé par pas mal de phases, mais aujourd'hui, Revolt, c'est une entreprise qui a pour but de transmettre une planète en pas trop mauvais état à nos enfants. Et le moyen qu'on a trouvé pour y parvenir, c'est de réparer les voitures dans le but de les faire durer 100 ans ou plus, c'est-à-dire d'en faire des objets qui ne soient plus des objets jetables ou consommables, mais des objets de transmission et d'héritage, comme peut l'être une montre, un meuble, un appartement ou encore un patrimoine matériel ou immatériel. Et Revolt, c'est très concrètement 3 piliers.
des ateliers dans lesquels on fait les réparations les plus lourdes, des équipes mobiles qui peuvent réparer les véhicules et les entretenir chez le particulier ou sur son lieu de travail. Et enfin, une communauté. Cette communauté, elle a des outils, elle a de la transparence, elle a des observatoires des coûts des voitures, elle a tout un panel d'outils à sa portée pour nous aider à lutter contre l'obsolescence programmée. Ok, super clair comme petite intro. Je vais commencer à regarder en fait les questions qu'il y avait dans le chat, et sur la commune française, on a des questions un peu plus militantes, peut-être même un peu philosophiques. Mais c'est bien ça. Et ben voilà, on est là, ils sont là les quand- Français, quand voilà. quand les Anglais sortent, ça commence à parler, on va sauver le monde. Donc, alors, je vous mets la première, je pense que c'est la plus déroutante. Et après, on ira sur des choses qui se rapprochent plus de votre proposition de valeur. Donc, de alors, je ne peux pas prononcer, désolé, mais la voiture ne possède pas une marque derrière sa voiture, peut-être un peu. Là, je regrette de ne pas avoir vraiment écouté mon prof de latin parce que j'aurais pu mieux comprendre qui y a derrière, qui y a-t-il derrière ce pseudo. Toute considération égale, non, un truc comme ça. Ça doit être quelque chose du genre. Je pense que c'est bien. On peut déjà répondre uniquement au pseudo. Je propose qu'on s'intéresse au pseudo. Non, mais surtout que sur le pseudo, ouais. La réponse est dans la question, qui est une réponse en même temps. Enfin, oui. Je ne saurais pas le dire mieux. D'ailleurs, je vais noter cette question parce que c'est exactement la raison pour laquelle nous avons choisi de faire une marque. La marque, en 2021, c'est l'équivalent de... Comment pourrais-je dire d'un courant de pensée il y a quelques siècles où c'est-à-dire que c'est le moyen moderne qu'on a pour agréger des idées, agréger un discours et rassembler des gens derrière quelque chose. Nike véhicule un certain nombre de valeurs dont je ne jugerai pas aujourd'hui de leur bienfait ou de leur méfait, c'est pas le sujet, mais oui, nous avons choisi de monter une marque parce que nous avons besoin de nous adresser d'abord aux tripes avant de nous adresser à la raison. Et la voiture n'est pas un objet de raison. Donc, décarboner la mobilité se fait sur le plan rationnel et émotionnel, mais nous avons choisi d'abord de travailler sur le plan émotionnel au moyen d'une marque, et ensuite, on rationalise par les garages. Voilà, je ne sais pas si... De toute façon, avec Raphaël, si on commence à chauffer sur la philosophie, on est foutu, on n'aura pas le temps d'aller dîner. Je vais répondre d'une autre manière. Et j'ai très faim. Je vais répondre d'une autre manière qui est très, très binaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce message de Aequitas Consideratio. Je suis assez content d'arriver à bien le dire. Mais nous, on sait que on a vu des clients qui étaient possédés par leur marque, c'est-à-dire que des personnes qui venaient nous voir, qui avaient une voiture, on peut même citer des marques, Kia, Renault, Peugeot, électriques, avec des pannes pas graves, mais où on leur donnait des devis à 10 000, 15 000 euros. Et là, ils étaient possédés par la marque. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que là, ils n'avaient pas de solution. Ils étaient possédés au sens propre, ils étaient enfermés dans un système de réparation, de concessionnaire, de garage et d'absence de transparence qui faisait qu'ils étaient complètement foutus. Et parmi les premiers véhicules qu'on a eu, on a eu des voitures qui étaient restées 6 mois ou 1 an dans un parking ou dans un jardin parce que le client refusait justement de cette possession. Et ces personnes-là nous ont demandé elles-mêmes si elles pouvaient considérer que la voiture était une révolte. Donc ça veut dire que pour eux, c'était plus une Citroën, c'était une révolte. D'ailleurs, Raphaël bosse en ce moment sur des choses qu'on pourrait mettre autour de la voiture pour dire, en fait, si plus personne ne veut qu'elle vive et que tout le monde veut qu'elle parte à la fourrière, à la casse, finalement, c'est plus une Citroën si Citroën n'a plus la capacité et les outils et le business model pour la faire durer. Donc oui, pourquoi pas dire que c'est une révolte. Donc en fait, vous allez vous faire posséder par révolte, mais ça sera bien pour la planète. Pour répondre à cette considération. C'est une forme de manipulation qu'on assume totalement. Et je vais prendre juste, avant de passer la parole à Pierre-Andrea, parce qu'on a une autre question qui est un peu dans ce sens-là, qui fait un peu suite à ce que vous venez de dire, donc de Eleonore Crypto, qui est révolte, qui a posé une question, qui a reposé la question pourquoi révolte d'ailleurs juste avant, et qui pose ensuite révolte. On sent qu'il y a une forme de militantisme derrière ce nom, donc ça fait un peu écho à vos réponses précédentes, mais si vous voulez rebondir dessus. En fait, ça s'appelle révolte parce que c'était compliqué de faire une marque qui s'appelait indignation. On n'aurait pas eu de lien, on ne pouvait pas l'expliquer. Bien sûr qu'il y a du militantisme parce qu'on vit une situation qui est à plusieurs égards catastrophique
Et c'est pas forcément ce qui nous arrive dans la figure qui est le plus catastrophique. Ce qui est le plus catastrophique, c'est l'absence de réaction actuelle. Donc, alors c'est à double tranchant, puisque révolte. Alors déjà, entre nous, on dit revolte, puisque c'est le vrai sens de cette marque. Revolter, c'est remettre des volts. Il y a le recommencement. Voilà. En revanche, une révolte, elle peut avoir un caractère positif ou négatif. Malheureusement, les révoltes dans l'histoire ont souvent été un peu dramatiques. Mais on croit à la révolte créative, à la révolte de la joie, à la révolte de l'enthousiasme. À la révolte douce aussi. La révolte douce. Pas forcément violente. La low-tech, le slow travel sont des formes de révolte. Voilà, c'est comme Gandhi s'est révolté en paix, nous nous révolterons avec lenteur. Et puis le militantisme, pour répondre aussi à Léonore, le militantisme, il provient de l'état de fait actuel. Je veux dire, faire ce qu'on veut faire sans être militant, c'est impossible. En fait, si on accepte toutes les règles actuelles, tous les business models actuels, et qu'on décide de faire juste un garage électrique classique, en fait, on est foutu. Parce que, par exemple, il y a eu un gros lobby qui a été mis en place il y a quelques mois pour permettre aux constructeurs ils devaient faire durer, je crois, 10 ans les pièces détachées des véhicules après la vente. Et ils ont obtenu ça pendant le Covid, que ça passe de 10 ans à 5 ans. Donc, personne ne le sait parce que tout le monde s'en fout. Mais dans les faits, ça veut dire que pour des boîtes derrière, qui sont ceux qui doivent récupérer des pièces pour réparer, si tu n'as pas un petit côté militant pour montrer un peu du doigt ce qui se passe, tu subis de l'obsolescence programmée à plein de différents niveaux. Donc, c'est quasi. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire cette boîte en ayant une identité un peu plate. Je vois pas. On peut prolonger un tout petit peu sur ce sujet-là. Enfin là, je vais passer sur du plus concret, c'est-à-dire que un de nos objectifs est d'être dans 5 ans prescripteur de cahier des charges sur le design des voitures. C'est-à-dire que Renault, on souhaite que Renault ou Volkswagen sortent dans 5 ans une voiture qui est labellisée Révolte. C'est-à-dire qu'on aura et le seul pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du nombre de la communauté, pouvoir dire voilà, un maximum de gens souhaitent désormais que un rétroviseur puisse être installé à gauche comme à droite. Ce qui ne va pas être dingo. Non, pardon, c'est pas très clair du tout ce que je viens de dire. Il y a des pièces qui sont conçues pour être juste retournées et installées de l'autre côté. Je sais, c'était pour la blague. C'était pour la blague. Du coup, c'est pas grave pour les accidents. Je me taquine. Voilà. Non, mais j'ai un exemple là-dessus. Quand il y a eu la première fois dans les rues de Paris des pubs avec écrit notre produit est bon, flashez-le si vous ne croyez pas, et qu'une boîte de bouffe redirigée vers une appli collaborative qui s'appelle Yuka, qui a été issue de 2 personnes de Ticket for Change, et où il y avait à cette époque-là, ils étaient 7 dans la boîte, je les connais un petit peu, et que d'imaginer que les types payent une campagne de pub dans la rue pour montrer comment ils étaient notés sur le truc, c'est ce genre de logique-là qu'on veut obtenir. Quand tu as la force d'une communauté et la force de l'open source, en fait, il arrive un moment, tu es obligé, l'industriel est obligé de shifter. Donc, on doit aller vers du militantisme, mais pas forcément parce qu'on est des énervés, parce que c'est la seule manière de faire bouger les choses dans une industrie qui est bloquée depuis longtemps. Qui peut dire que les évolutions d'Apple sur la réparabilité et le démontage des iPhones ne sont pas totalement étrangères aux pressions de back market? On n'en sait rien, en fait. Il y a un mouvement qui se crée et les constructeurs évoluent. Non, c'est clair. Si on répond en 15 minutes à chaque question, on est dans la merde quand même. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'on ne l'avait pas développé à ce point sur la main en anglais. Mais c'est clair que je pense que votre positionnement et le choix même, moi je trouve, enfin j'avais regardé quelques boîtes qui étaient plutôt sur du rétrofit et beaucoup vont vers du B2B, ce qui est plus simple à adresser, je pense. Mais ce choix de marque B2C est assez fort et un vrai différenciant, donc c'est cool que vous l'ayez explicité. Je vais passer juste la parole à Pierre-Andrea qui avait une question de son côté. Effectivement, merci beaucoup Yanis. C'est très intéressant de comprendre tout d'abord votre philosophie, comment vous arrivez à atteindre vos convictions avec Revolt. Et cette révolte, il y a une question de Passa Sizop dans le chat. Est-ce qu'elle va se faire uniquement en France ou aussi vous comptez ouvrir des garages à l'étranger et former des e-mechanics, des e-mécanos à l'étranger? Tu veux non, le marché français, c'est 20 milliards par an, donc c'est déjà des gros marchés.
Et on pense que le leader européen, le back market enfin, on va dire le Revolt, hein, mais le Revolt européen, celui qui va arriver à craquer le modèle, il sera français ou allemand. Par rapport à l'historique de l'industrie, par rapport au nombre de personnes qui gravitent autour de ça, et par rapport aux pionniers. Même si les pays scandinaves ont beaucoup d'avance en termes d'adaptation, enfin, en termes de pénétration dans le marché, c'est des petits marchés et c'est des personnes avec des gros moyens. Donc, quand tout le pays roule en Tesla, c'est pas là où tu vas forcément aller réparer énormément. Donc, on pense que ce sera la France ou l'Allemagne. Nous, notre objectif là, c'est de déployer d'ici à 2024 une dizaine d'ateliers en France, ce qui serait déjà assez. Enfin, on serait très content si on arrivait à faire ça. Et de suivre en fait la croissance du parc de voitures électriques. Aujourd'hui, il y a 700 000 voitures électriques. Hein. Il y en avait 700 000 fin 2021. Là, à la fin de l'année 2022, en fonction de comment les événements en Ukraine évoluent, mais il devrait y en avoir presque le double ou peut-être même plus du double. Et après, c'est le tout début de la courbe exponentielle de croissance parce qu'il y a des dizaines de millions de voitures en France. Et il y en a encore que moins d'1 million ou autour d'1 million qui roulent. Donc, on est au tout début de cette conversion. Et donc, penser à l'étranger aujourd'hui, ça serait un petit peu trop ambitieux et un petit peu un point de défocus, mais ça viendra assez rapidement, potentiellement d'ici à 18 à 24 mois. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, pour ce développement des garages en France, est-ce que vous avez déjà eu des partenariats avec certaines villes, communes qui souhaitent, eux, de leur côté, développer le côté électrique, que ce soit dans la région où vous êtes déjà installé, du côté de Rennes ou Nantes, ou partout dans la France? Oui, on avait une question d'Adoui en anglais là-dessus. Exactement, Ah, il y a du hack. Ah oui, mais ouais, d'accord. Bilingual, Adoui. Bah, on a réparé notre premier véhicule de mairie la semaine dernière, qui était une petite C0 de Rennes Métropole. Donc notre premier atelier est à Rennes, le deuxième sera à Nantes. Et on a la chance d'avoir tout de suite eu 3 mairies qui nous ont tapé dans la main, parce que les mairies font partie des pionniers dans le monde de l'électrique. Hein. Ils ont souvent acheté une flotte de Zoé ou des scooters électriques, voire même des trucs un peu folkloriques, hein, parfois des trucs à 2 ou 3 roues un peu bizarres qu'on ne connaît pas trop pour les travaux, pour l'urbanisme ou pour les travaux de jardinage. Et donc oui, elles n'ont pas beaucoup de solutions et elles veulent faire durer leur flotte. C'est des flottes qui roulent peu, parce qu'elles restent en général dans une petite... en urbain ou en quasi-urbain. Mais oui, donc c'est comme ça qu'on a commencé à parler aux mairies, par l'intermédiaire de notre métier. On n'est pas allé voir tout de suite les mairies pour leur dire « coucou, on existe, voilà ce qu'on peut apporter », parce qu'on est tout jeune, on a quelques mois, donc on ira faire ça plus tard. Ok, d'accord. C'est super intéressant de voir qu'ils ont d'abord voulu travailler avec vous avant de vouloir faire un partenariat. Donc, c'est génial. Très bien. Ouais, et je vais on va reprendre un peu des questions plus généralistes, mais je pense que ça vaut le coup de refaire une précision. Donc, on a une question de Cryptologique, qui est un podcasteur assez connu de l'écosystème. Donc, merci de nous avoir rejoints dans le chat. Et du coup, qui pose une question sur le lien avec la blockchain et la crypto. Donc, en fait, comme vous le savez, donc, pour l'instant, sur la phase de vote, il n'y a pas encore ces sujets qui sont vraiment abordés. La tokenomics viendra plutôt dans un second temps. Mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué avec vous des pistes et vous aviez vous-même des pistes d'idées. Je pense que ça peut être intéressant de les mentionner et surtout de commencer par quel est le business model de Revolt. Tu parles du business model et j'y vais sur la crypto. Alors, donc Revolt est une entreprise, donc je le disais, qui répare et maintient des véhicules en formant. Donc, on est basé sur un savoir-faire, sur un savoir diagnostiqué, sur une méthode et une documentation, et sur sur un partage des connaissances entre les ateliers. Donc, je sais pas à quel point il faut développer le business model. C'est juste, on facture des heures, comme tout garage. Donc, on fonctionne avec des devis, on facture des heures à des professionnels et des particuliers, et on réfléchit à un abonnement pour les particuliers. Donc, notre modèle économique, c'est juste de facturer des devis à des particuliers, à des pros, et avec des modèles d'abonnement ou des modèles de récurrence basés sur du forfait ou de l'abonnement. Avec donc des garages en fixe et des équipes mobiles. Voilà. Et avec des coûts horaires dépendant de la complexité des tâches qu'on accomplit. Et par rapport à la crypto, on avait commencé à en parler avant, donc on a été vraiment très content quand on a découvert que Cardashift existait et quand on a postulé, parce que c'est des sujets, on en avait parlé depuis pas mal de mois,
mais c'était très compliqué pour nous de prendre le temps suffisant pour avancer. Et puis on n'a pas tous une expertise crypto dans l'entreprise, hein. Nos associés, certains sont garagistes, nous sont un peu éloignés du monde des startups tel que je le connais et tel que Raphaël le connaît maintenant depuis un an et demi. Sur la crypto, on pense qu'il y a deux gros enjeux en blockchain pour nous. Un en lien avec les stocks et un en lien avec les véhicules qu'on révolte. Donc le stock, c'est assez simple. Acheter des batteries, ça coûte assez cher, et faire durer des batteries, ça fera partie de nos expertises. Donc on pense que la blockchain pourrait nous permettre, en gestion des stocks, du coup, d'acheter un certain nombre de kilowatts, de créer un token par rapport à ça, et qu'ensuite il y ait du leasing de batteries dans les voitures qui passent par chez nous. Très concrètement, tu as une voiture électrique qui commence cryptologique, tu achètes une Zoé, tu viens nous voir au bout de 8 ans parce que ta voiture elle a une batterie un peu pourrie, tu as des devis assez délirants du côté du constructeur, et tu demandes à Revolt si tu peux, si on a une solution. On dit bah ouais, on a une solution de location de la batterie, et elle est portée par la commu, et donc la commu se rembourse sur les frais qu'elles ont eu au démarrage de rachat d'une batterie potentiellement neuve que toi tu n'aurais pas pris parce que toi ça te va de faire durer ta voiture 1 ou 2 ans de plus, et qu'ensuite la batterie aille chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pour la partie gestion des stocks. Il y a beaucoup de choses à creuser, mais ça pourrait fonctionner. Je ne parle pas d'une partie immobilière qui pourrait être intéressante pour l'ouverture des ateliers, mais bon, il y a de l'immobilier classique où après la communauté nous aide à ouvrir des ateliers, et on rembourse avec du loyer. Et la deuxième qui nous paraît vraiment, vraiment en lien avec le modèle économique, c'est les voitures qu'on révolte. Pour nous, au sens noble du terme qu'on essaye de créer, c'est des voitures qui ont un ticket, un aller simple pour la casse. C'est des voitures où il n'y avait pas de solution, et elles vont être détruites, il va y avoir un peu de recyclage, et donc c'est la fin de leur cycle de vie, donc leur bilan carbone s'arrête à ce moment-là. Et nous, c'est là où notre métier prend vie, c'est là où chaque voiture qui est dans cette situation, qu'on arrive à faire durer ne serait-ce que 1 ou 2 mois de plus, là on sait qu'on décarbone, là on sait qu'on est dedans. Sauf que ces voitures, parfois, le modèle ne fonctionne pas, parce que la panne, on a beau être Revolt, on ne va pas arriver à diviser par 3 le coût de la panne. Et donc là, on pense qu'il y a un énorme lien si on arrive à faire payer cette panne par une communauté, donc par les personnes qui investiront dans Revolt, et qu'à partir du moment où la voiture est révoltée, donc elle retourne sur la route, là pareil, il y aurait un modèle de remboursement de ceux qui roulent avec la voiture par la suite, de ceux qui ont pris le risque de la réparer à un instant T. Donc c'est une sorte de crowdfunding, une crowd de réparation grâce à une blockchain, et on pourrait suivre la vie de la voiture comme ça. Je vois que ça donne des idées à Pierre-Andrea qui bosse pas mal sur ces sujets tokenomics en ce moment. Donc, ce sera super intéressant à creuser. Et je pense que ouais, c'était intéressant de mentionner Moi, j'avais beaucoup aimé ça plus d'un point de vue impact, le as a service que vous proposiez comme business model, qui fait que, parce qu'on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée sur la main anglaise ou même au début de celle-ci, qui fait que finalement, votre intérêt en tant que business n'est pas forcément qu'il y ait des pannes, quoi. Ce qui peut être le cas d'un garage, et ce qui peut être le cas d'un constructeur, qui finalement se rémunère sur le fait qu'il y ait de plus en plus de voitures ou de plus en plus de pannes. Et un as a service pourrait potentiellement changer ça. Exactement. Et puis on veut de la transparence, contrairement au garage classique. Nous, on pousse à la transparence. Si vous allez sur notre site, vous pouvez déjà donner les coûts de votre voiture électrique, et vous pouvez accéder à l'observatoire des coûts de la Zoé, qui pour le moment est la première voiture qu'on a mappée, où on a 350 entrées. Et donc ouais, on veut aller vers de la transparence, et donc il y a une vraie logique de blockchain et de tokenisation quand la transparence fait partie de ton modèle from day one. Non, et pour rebondir sur ce que Yanis vient de dire sur le côté as a service, c'est très intéressant parce que Equitas Consideratio a posé une question qui s'en rapproche. Enfin, une partie de sa question, si on restait dans une logique de propriété du véhicule, si on devait entrer dans plutôt dans le partage d'une flotte de véhicules dans des zones géographiques spécifiques. Donc ça se rapproche un peu de as a service. Donc je vous laisse répondre à cette question. Toujours très philo. Passe considération, merci beaucoup. Sur la suite. Le futur souhaitable d'une voiture, c'est qu'elle soit utilisée le moins possible. Donc on devrait inviter des urbanistes et des politiciens et des économistes à cette question-là. Nous, ce qu'on souhaite, et on a déjà quelques idées extrêmement concrètes, c'est que une voiture puisse être partagée, en tout cas les 4 ou les 5 places d'une voiture puissent être très facilement partageables et mises à disposition. Donc nous, le futur souhaitable, c'est que
dans un court terme, c'est qu'il y ait de moins en moins de bouchons, donc les taux de remplissage de voitures augmentent, que la distance domicile-travail se réduise, que les commerces reviennent dans les centres-villes, et que les gens redécouvrent les joies de la marche. Enfin, c'est même pas les joies, c'est la nécessité de la marche. Et de vivre moins loin, et aussi qu'on promeuve un modèle de société où on n'a pas besoin de partir aux Bahamas pour se sentir bien. Voilà. Ouais. Et partage d'une flotte de véhicules dans des zones géographiques spécifiques, dans notre premier modèle qui était d'être créateur de voitures, avant qu'on décide de les réparer, on voulait que chacune de nos voitures ait dès la naissance un boîtier pour permettre de la partager à ses proches. Donc on est assez proche par mon histoire personnelle, mais aussi même nous, par notre ADN en commun dans tous les associés de la boîte, avec l'idée de pouvoir partager les voitures qui passent par chez nous. Donc oui, on ferme pas du tout la porte à l'idée que quand une voiture vient chez nous, on puisse très facilement mettre un boîtier pour que tu puisses la partager. Boîtier d'un partenaire ou un boîtier qu'on aurait nous-mêmes. Donc oui, la voiture doit durer plus longtemps, doit moins rouler et doit être partagée autant que possible. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, pardon, et je finis là-dessus, c'est pour cette question, c'est qu'on a aussi dans nos discussions au quotidien, on a pas mal de designers qui travaillent sur ces sujets-là. Pour poser l'équation tout bêtement, quand on laisse les marques de sa vie quotidienne dans un endroit, on se fait son petit nid, voilà, on a ses repères. Partager, ça veut dire perdre ces repères-là, et donc le design a une place hyper importante sur des petits assets supplémentaires dans les voitures, ou au contraire dans le fait de dépouiller un peu les voitures. Donc pareil, ça fait partie de nos sujets du quotidien. Il n'y a pas encore beaucoup de propositions ouvertes et déployables dans le temps présent, mais c'est évidemment dans nos plans. Et puis ça peut être des plans à court terme, hein. Si on arrive à mettre, si les votes nous permettent de basculer et d'avancer avec Ardeshift, le fait de pouvoir partager et d'avoir une rémunération pour ceux qui ont pris des tokens paraît une possibilité assez concrète. Donc si ça se trouve, on va pouvoir le tester assez rapidement, le fait de mettre en partage des voitures qui étaient censées aller à la casse et de montrer qu'il y a une appétence pour ce type de véhicule. Ok, super clair. Je vais enchaîner, je pense, directement sur une autre question d'Eleonore Crypto et qui va basculer, c'est vrai, sur le côté plus impact, qui vient d'être posée dans le chat. Et je pense que ça fait un peu sens avec les mécanismes d'autopartage dont vous parliez. Est-ce que vous avez déjà des projections sur l'impact environnemental, social, positif de Revolt? Une idée d'un chiffre par garage, par nombre d'interventions? C'est vrai que moi, j'ajouterais juste sur l'aspect social. On avait parlé dans la main en anglais du fait qu'il y aura un switch potentiellement entre les mécaniques, enfin les garagistes actuels pour aller vers des e-garagistes. Donc, juste, est-ce que ça rentre en ligne de compte dans vos plans? L'impact environnemental, tu veux y aller? Non, vas-y. L'impact environnemental, on a pas mal de chance par rapport à d'autres projets. C'est que ça va être assez facile à mesurer, en fait, parce qu'on va avoir des voitures. Il y a des voitures qui ont carrément des certificats de mise à la casse. Enfin, d'irréparabilité, quoi. Des véhicules économiquement irréparables, ça s'appelle. Donc, on va avoir la chance d'avoir une espèce de carte cimetière pour une voiture. Donc, c'est une voiture qui, normalement, ça y est, c'est fini, son impact carbone, il est fait. Donc, ces voitures-là, quand on arrivera à les faire durer quelques mois, quelques années de plus, là, on pourra vraiment mesurer ce que ça nous a permis d'éviter comme impact, parce que les analyses de cycle de vie sur les véhicules sont assez bien foutues, sont bien en avance. Et même si on parle encore d'impact carbone et que les voitures qui roulent dans la rue ont des critères 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde sait que c'est une absurdité. Et dans normalement, ça devait être en 2023, là, ça n'arrête pas d'être décalé, mais on va basculer sur une logique analyse de cycle de vie où les SUV pourront plus rentrer en centre-ville. Donc, quand on sera en analyse de cycle de vie, nous, on pourra prouver que, peut-être que je vais juste rappeler ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie avant d'avancer, c'est plutôt que de dire je mesure ce que la voiture lâche quand elle roule, je mesure tout ce que la voiture a lâché pendant toute sa vie, du puits à la tombe. Donc de la création dans différentes mines, tout ce que ça a pris comme carbone, jusqu'au moment où elle part en recyclage. Pour une voiture électrique, elle démarre avec une grosse dette, parce qu'il y a plus de minage, il y a plus de matière qu'on va récupérer. Mais par contre, sur sa durée de vie, surtout si l'électricité est décarbonée, comme en France, où l'électricité est principalement nucléaire, tu te retrouves à avoir une voiture qui rapidement devient plus écologique, donc avec un meilleur impact qu'une voiture thermique. C'est même très rapidement, parce que c'est dès le premier kilomètre. Mais par contre, si on la fait durer 2, 3, 4 ans de plus, X kilomètres de plus, là, l'impact il est vraiment démultiplié. Parce que si les voitures électriques durent 8 ans ou 10 ans, on se retrouve avec un gap par rapport au thermique qui est beaucoup moins fort.
Donc nous, sur l'impact environnemental, ça sera normalement assez simple. Par contre, toutes les voitures n'auront pas cette carte Joker avec écrit je suis allé à la case. Donc après, il faudra que on pourra demander à nos clients ce qu'ils auraient fait, est-ce qu'ils avaient la possibilité de la mettre à la case, oui, non. Donc on arrivera à sonder comme ça, on devrait s'en sortir. Sur le social, principalement, ça sera sur ce rôle de e-mécano, je pense, et sur le fait qu'on veuille aller vers en plus de l'académie, vers un centre de formation, vers potentiellement des échanges avec des personnes en insertion, et d'essayer de se dire que ce nouveau métier pourrait, comme c'est un métier qui part de zéro, on peut essayer de le rendre le plus à impact possible. Mais là-dessus, je ne saurais pas vraiment dire exactement comment on pourra le mesurer. Et je ne pourrais pas dire d'idée de chiffres par garage, c'est trop tôt pour nous. Et puis pour le moment, on est biaisé. Si je te donnais des chiffres, ça serait excellent parce que les voitures qu'on a pour le moment, c'est des voitures qui étaient, on va dire, sans solution depuis de très longs mois. Donc on a des problèmes, on a quasiment que des voitures qui devaient aller à la casse. Alors que si on arrive vraiment à faire un réseau avec une dizaine de garages, on aura des voitures qui viendront pour des petits entretiens et là on aura peut-être moins d'impact par intervention ou par garage qu'aujourd'hui. Il y a un impact qui est pas mesurable. On pourrait l'appeler l'impact enthousiasme. C'est que on lutte contre un phénomène aussi un phénomène de désinformation sur la voiture électrique n'est pas une solution. C'est pas une solution en soi, mais c'est un moyen d'y parvenir. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le fait que les voitures sont moins réparables, que les voitures électriques sont un gouffre à CO2. Revolt va aussi lutter contre ça et va lutter aussi contre la morosité parce que c'est une marque enthousiasmante. Enfin, voilà, notre objectif, c'est de faire vivre des expériences sympathiques dans les garages. On a des lieux de vie qui sont en conception et dont le premier va ouvrir à Nantes en showroom où vous pourrez trouver... alors déjà, les e-mécanos seront formés dans le panel de compétences qui est listé aujourd'hui. Il y a une forme de conseil, c'est-à-dire qu'on leur apprend pas que à réparer les voitures, on leur apprend aussi qu'est-ce que l'énergie, en quoi ça conditionne le développement humain sur Terre, et quels sont les enjeux de l'énergie et de l'électricité au XXIe siècle. Donc on essaye aussi d'avoir un regard un peu objectif sur ça et de les former à la question. Et donc ça veut dire aussi les former sur un rôle de conseil. Comment Madame Machin doit se déplacer, Madame Jacqueline doit se déplacer avec son véhicule, le e-mécano sera en mesure de lui dire voilà comment elle doit charger, comment elle doit faire son mix de transport, et Madame Jacqueline viendra aussi dans la boutique pour voir une exposition, avoir de la documentation à disposition et passer un bon moment. Ouais, nos lieux auront de l'impact. On espère que nos lieux auront de l'impact aussi. Ok, donc là, on est totalement dans la formule servicielle, en fait, où tu as tout un service qui accompagne le fait de faire de la réparation dans ton véhicule. Je vais reprendre une dernière question aussi, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué en français, qui est aussi d'Eleonore Crypto, qui a posé les 2 questions à la filée, sur le ressenti des acteurs plus traditionnels par rapport à ce que vous faites. Le positionnement, comment ils perçoivent ce que vous faites et si vous avez déjà eu des interactions avec eux. Alors, j'ai eu un échange notamment la semaine dernière avec un patron de réseau d'entretien et de maintenance de voitures thermiques. Pour l'instant, ça ne les intéresse pas parce que les abacs économiques ne sont pas assez intéressantes. C'est-à-dire que switcher leur outil et leur main-d'œuvre à l'entretien électrique ne les intéresse pas. Ok. Ouais. On va répondre très rapidement, mais ouais, globalement, c'est ça. Trop tôt et après, pas d'envie. Et quand ils commencent à y aller, compliqué de savoir comment ils se lancent. Après, on n'a pas d'animosité particulière. Tout va bien se passer. C'est-à-dire que dans notre modèle, il y a dans la somme du tableau, il y a des euros, mais il y a aussi du CO2, ce qui n'est pas le cas de réseaux qui sont nés il y a 20 ou 30 ans. Il n'y avait pas... et donc voilà, c'est comme ça. Historiquement, ça a été conçu pour faire de l'euro. Et nous, on est conçu pour faire des heureux. Oh là là. Allez, ciao. Ok, super clair sur ça.
Est-ce que tu as une dernière question, peut-être, Pierre-Andrea? Parce que je vois sinon, on a une demande de celle ou celui d'ailleurs, qui a pas mal animé cet amas en français avec un ton plus philosophique. Donc, je ne sais pas si tu as un élément à partager, Pierre-André, avant, mais sinon, on peut directement passer là-dessus. Je pense que la question d'equitas consideratio est très très bonne, justement d'amener cette note plus philosophique et pourquoi justement ils devraient voter pour vous. Oui, il y a deux questions en une. Je ne peux pas afficher les deux, mais du coup, finir sur une note philosophique en Vas-y, donnant un message pour voter pour vous. Exactement. C'est un challenge. Cet emoji. Alors, j'ai entendu pourquoi voter pour nous. Oui, en fait, elle a Euh, posé deux, ou il ou non. elle posé deux questions d'affilée. Alors, Et pour la question pourquoi voter pour nous, alors ça tombe bien, vous ne voterez pas pour nous, vous voterez pour vous. Parce qu'on ne fait pas ça dans. Enfin, vraiment, la mission, c'est une mission collective. Donc, vous ne voterez pas pour nous, vous voterez pour vous. Donc, c'est très égoïste, très simplement. Et ben, merci en tout cas de ce petit témoignage. Merci beaucoup, Equitas Consideratio. Peut-on finir sur une note philosophique? Ben oui, avec grand plaisir. Il y en a plein, mais non, mais voilà, nous ne sommes pas des. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est que nous sommes animés par des récits de tout temps. De tout temps, l'homme a été animé par des récits. Et on compte bien ne pas laisser les récits qui construisent notre monde, le monde qui arrive très très bientôt. Là, on ne compte pas laisser l'écriture de ce récit à des entreprises, j'allais dire, des entreprises qui n'ont pas mesuré, qui n'ont pas pris la mesure de la situation. Voilà. Et encore une fois, c'est pas nous. Moi, j'ai 38 ans. C'est pas moi qui en paierai le prix le plus fort. Ce sont clairement tous nos enfants qui auront même pas la lourde tâche, mais qui juste subiront ce qu'on est en train de décider ou de ne pas décider. Donc non, je suis pas. En vrai, je suis pas très bon philosophe. Je suis juste très touché par. Je suis très émotif. Donc en fait, quand j'assiste à une conférence une conférence de Jean-Marc Jancovici, pour ne pas le citer, ou quand j'assiste au témoignage d'un voyage de Sylvain Tesson, je me dis que on a quand même une humanité formidable et que ce serait extrêmement dommage de ne pas marquer l'histoire. On doit le faire maintenant. Et moi, je reviendrai sur aussi le tout début de la voiture, hein, la première voiture électrique 1834. Je l'ai dit en anglais, je le redis en français. La voiture électrique, c'est les racines de la mobilité. C'était au tout début des énormes trucs qui permettaient de faire quelques kilomètres et qui étaient en vraie concurrence avec le cheval, et le cheval gagnait sur tous les plans. La première voiture à aller à 100 à l'heure, c'était une voiture électrique. Toutes les premières courses étaient en voiture électrique. Tous les taxis new-yorkais étaient en voiture électrique en 1900. Et c'est vraiment la Ford T qui a ouvert cette parenthèse en 1907 de voitures à essence et de voitures diesel, et qui nous ont foutu quand même bien dans la merde au niveau de la planète, mais qui ont aussi été extrêmement utiles au déploiement de tout ce qu'on fait et à une industrie où on peut se déplacer hyper vite. Et ce que je trouve complètement aberrant, c'est que il y a eu pendant très longtemps, la voiture était aussi synonyme de liberté, mais au sens de vecteur de changement positif au tout début de son histoire. Et même moi, j'ai la chance d'avoir une vieille coccinelle des années 70. Raph, il a une vieille DS. C'est des voitures, quand on parle, quand tu te bats dans la rue, les gens sourient, les gens sont heureux, et pour eux, c'est normal qu'elle dure 40 ou 50 ans, cette caisse. Et quand tu leur dis, là, j'ai essayé d'expliquer à mes parents que j'allais peut-être me débarrasser de la voiture et pour acheter une petite électrique et la faire durer 40 ans, ils ont fait une crise d'apoplexie et j'allais déshériter instantanément. Donc, je vais la garder, cette coccinelle, si un jour mes parents regardent cette vidéo, bien entendu. Et c'est normal, parce que tout le monde se dit, une voiture doit durer 40 ans, les gens se sont mariés dans cette voiture, on a fait des voyages de dingue, et cette force narrative et cette énergie de la voiture, je vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter en fait. Enfin, qui a envie d'avoir un SUV plat avec ma sœur a acheté une voiture il y a 1 an, elle avait une boîte à gants réfrigérée. On en a parlé pendant tout un dîner. Du coup, elle avait des gants froids. Non, mais qui a besoin d'une boîte à gants réfrigérée, en fait? Et on a parlé tout un dîner de la philosophie de la boîte à gants réfrigérée. Est-ce qu'on veut d'un monde où on a des boîtes à gants réfrigérées? Et c'est ça dont on va parler, parce que tu peux avoir tes bières, enfin, je sais pas ce dont tu as besoin de réfrigérer. Ou est-ce qu'on veut un monde où la voiture va être à nouveau une des choses dont on parle avec fierté, parce que c'est un vecteur de changement? Et je pense que la question, elle est vite répondue.
Ouais. On peut pas finir sur une meilleure note. Plus d'anecdotes de la boîte à gants réfrigérée. Ça pourrait faire une amas en soi, je pense. C'est un bon titre de livre aussi. Ça peut être un titre d'article, ça. On promet en direct, pour ceux qui nous écoutent, on va faire un article d'ici la fin de l'année qui s'appellera la boîte à gants réfrigérée. Faites attention parce que c'est aussi en replay. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est la fin de toutes les années. Comme ça, le 23 décembre, le mec qui nous enverra le truc, on dira merde. Et ben, on pourra brander la vidéo comme ça. Joyeux Noël et la boîte à gants réfrigérée. Ouais, Alors, moi, je voudrais juste faire une toute petite incise sur. Donc, je ne viens absolument pas du monde ni des startups et je découvre vraiment le bénéfice possible de la crypto. Autant avoir un créatif dans les cofondateurs d'une boîte de garage, c'est étonnant. Et j'aimerais qu'on puisse participer, me mettre une petite goutte d'eau dans cet océan positif qui est en train de se construire, que la crypto peut être bénéfique pour notre monde. C'est aussi créatif que je trouve ça extrêmement créatif. Voilà. Et si on peut, chaque petit pouce de terrain qu'on pourra grignoter sur les projets qui ne sont que vénaux, eh bien, on aura gagné quelque chose. Donc, c'est vrai. Donc voilà. Donc, merci de nous donner cette opportunité-là. Il retombe sur ses pattes sur Kardashian, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais super dernière réponse. Je pense que ça pourrait être vraiment notre top one des réponses qu'on a eues sur 10 amas. Ça, c'est sûr. Ouais, il y a eu de la philo, il y a eu tout. Un vrai poète. Écoutez, je vais vous laisser aller manger. Bravo messieurs aussi, donc je pense que ça a pas mal séduit. Je vais vous laisser aller manger. Merci encore pour cet amas. Merci pour la session en anglais, pour la session en français, pour vos réponses. C'était hyper inspirant. Pierre-Andreas, tu veux ajouter un truc Merci pour ce partage, qu'il soit personnel, professionnel, de votre passion, de votre discours très inspirant. Merci à toute la communauté française d'être restée jusqu'à cette heure-ci pour poser vos questions et avoir toutes ces réponses très intéressantes et même ces anecdotes. Donc, merci à tous et très bonne fin de soirée. Et c'était la dernière amas d'ailleurs. Donc, merci pour tous ceux qui ont assisté donc, aux 10 ou à certaines d'entre elles. Et donc, le replay sera diffusé dès demain. Et la phase de vote va commencer sous peu. Donc, good luck à vous et à très bientôt. Et bravo d'avoir fait les 10 amas avec l'équipe Kardashian. Bravo. Vous allez boire des bières aussi, je pense, ce soir. On va aller boire des bières, ouais. Merci beaucoup. Ciao. Merci, à bientôt. Merci à tous.